Aujourd'hui, dans la leçon C7L3, on va s'intéresser à un nouveau type de transformation en solution aqueuse qui sont les équilibres de complexation. Avant de commencer le visionnage de la vidéo, pensez bien sûr à aller sur le drive de chimie pour récupérer le document de cours. Alors, concernant le plan qu'on va suivre, il va s'articuler en trois parties. Dans la première partie, je vais d'abord vous faire une espèce de petit tour d'horizon de quelques molécules qu'on appelle des complexes, et ensuite, on donnera une définition précise des différentes entités qui constituent ces complexes. Dans la partie grand 2, on établira des diagrammes de prédominance, par analogie avec ce qu'on avait fait dans le cas des transformations acido-basiques notamment. Et pour terminer, dans la troisième partie, on va mélanger oxydoréduction et complexation en étudiant l'influence des réactions de complexation sur le pouvoir d'oxydoréduction d'un couple oxydant-réducteur. Alors pour la première partie, on va commencer donc par une présentation assez générale et là je vais vous parler de quelques molécules qui sont classées dans la famille des complexes. La première molécule que j'ai choisi de vous présenter correspond au schéma qui est celui-ci sur le document de cours. Vous en avez un autre qui est juste à côté qui correspond à la même chose dessinée différemment. Donc la molécule concernée, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine. Alors peut-être d'abord un petit rappel de biologie. Lorsqu'on s'intéresse à la circulation sanguine, dans le sang, il y a beaucoup de constituants, notamment des globules rouges, et à l'intérieur de ces globules rouges, une substance est présente, l'hémoglobine. C'est elle qui donne justement cette couleur caractéristique. L'hémoglobine, elle est constituée sous forme de macromolécules, c'est-à-dire que c'est une molécule de la famille des protéines. Les quatre fragments, ça correspond aux quatre pelotes colorées qui sont représentées ici. Et au centre de chacune de ces pelotes, on voit, alors sur ce schéma c'est un peu moins clair que sur l'autre, on voit une partie qu'on appelle un M. Ce M, il y a en son centre un élément fer qui va être capable de fixer alternativement soit du dioxygène, soit du dioxyde de carbone. Évidemment, les globules rouges, je vous rappelle, ils sont liés au processus de respiration, et donc ils vont venir se charger en dioxygène au voisinage des poumons, et ensuite partir pour donner ce dioxygène au niveau des organes, échanger, récupérer alors du CO2, ils vont ensuite circuler à travers les vaisseaux sanguins pour à nouveau revenir aux poumons, libérer le CO2 qui va être ensuite expiré et à nouveau se charger en dioxygène. Donc premier exemple avec ce qu'on a dans le règne animal. Un deuxième exemple, cette fois du règne végétal, vous savez que les plantes sont capables de réaliser un phénomène particulier qu'on appelle la photosynthèse. Lors de la photosynthèse, une plante capte le dioxyde de carbone pour en faire ensuite des matières carbonées. Cette photosynthèse, elle est réalisable grâce à un type de molécule qu'on appelle des chlorophylles. Là, ici, vous avez un exemple de structure de chlorophylle. Donc, vous voyez que vous avez une structure cyclique assez grande d'ailleurs, avec en son centre un magnésium. Le petit 2 en chiffre romain qui se trouve en exposant, c'est pour dire que c'est un magnésium au nombre d'oxydation 2. Donc ces deux exemples-là, plutôt tirés de la bio, ils existent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la suite de cette leçon, c'est pas ce type de molécule, c'est pas ce type de complexe, avec lequel nous allons travailler. On va plutôt prendre des exemples un petit peu plus orientés chimie. Alors voyons à quoi ça peut ressembler. Tout d'abord avec le catalyseur de Wilkinson. Alors, je l'ai représenté ici au tableau. Je vous rappelle, peut-être plus pour ceux du groupe PSI, que lorsqu'on fait une liaison comme celle-ci, donc un triangle, là on pourrait éventuellement le colorier en noir, comme sur la feuille, c'est une représentation de crâne de la liaison chimique qui donne une information sur la géométrie. Donc là, cette liaison pointe vers l'avant. Celles qui sont représentées avec des traits classiques, elles sont dans le plan du tableau. Et celle qui est représentée avec des petits pointillés qui partent là ici en haut à droite, c'est une liaison qui est vers l'arrière. Concernant toujours cette représentation, il y a une petite abréviation de chimiste qui est utilisée, c'est pH. pH, c'est une abréviation pour le radical phényl. Et on peut le noter différemment, on peut aussi le noter donc pH ou C6H5, ce qui correspond à un noyau benzénique qu'on pourrait venir connecter sur un atome. Là, en l'occurrence, ces noyaux benzéniques sont connectés sur un atome de phosphore, lui-même connecté ici à un atome de rhodium, RH. Faisons un petit point justement sur cette géométrie.
vu la position des liaisons. Donc là, on a deux liaisons dans le plan, une qui vient vers l'avant et une autre qui vient vers l'arrière. On décale un petit peu pour des questions de représentation. Quelle serait selon vous la géométrie de ce complexe catalyseur de Wilkinson? Si vous avez une bonne visualisation dans l'espace, là vous êtes en train de me dire que ce catalyseur, bien, premièrement, il est plan, tout est coplanaire, et ensuite, eh bien, on a un arrangement sous forme de carré autour du rhodium. Donc géométrie, plan carré. Un petit commentaire quand même sur cette géométrie. Est-ce qu'on aurait pu la prévoir facilement avec la méthode VSEPR? C'est la seule technique qu'on a pour déterminer une géométrie. VSEPR, appliqué à l'atome de rhodium, eh bien, nous dirait qu'il y a 4 substituants et donc la géométrie devrait être tétraédrique. Donc un premier point à noter, la géométrie des complexes est quelque chose de relativement délicat à aborder. Pour ce qui est au programme de cette première année, eh bien, on n'en parlera pas. Sachez que ce sera plus abordé en seconde année en filière PC et pas du tout abordé en filière PSI. La seule chose qu'on peut noter, c'est que VSEPR ne s'applique pas. Donc ce catalyseur de Wilkinson, vous le voyez écrit sur le document, il est utilisé industriellement pour faire des réactions d'hydrogénation et transformer par conséquent des alcanes qui sont des alcènes qui sont insaturés en alcanes qui sont des molécules saturées d'hydrogène. Un autre exemple, un peu plus récent, avec le catalyseur de Groupes. Alors Groupes, c'est un scientifique, un chimiste qui a reçu le prix Nobel en 2005 pour le développement et l'utilisation d'un des catalyseurs, celui qui est représenté sur la gauche, qui permet de réaliser une transformation chimique particulière qu'on appelle une réaction de métathèse des oléfines. Donc vous avez une équation bilan assez générale, celle qui est représentée ici, qui vous permet de comprendre que lors d'une réaction de métathèse, on va en fait changer la position des doubles liaisons carbone-carbone de façon à changer les groupements R au niveau de ces doubles liaisons. Ça a un certain intérêt en synthèse. Encore une fois, pour ceux qui sont dans le groupe PSI, vous n'entendrez plus parler de réaction de métathèse par la suite. En revanche, pour ceux qui sont dans le groupe PC, vous en entendrez beaucoup parler l'année prochaine. Bien, donc tous ces exemples que je viens de vous donner, c'est des exemples de complexes. Peut-être que vous commencez à sentir un petit peu la structure qu'il y a à l'intérieur. Ah tiens, j'ai oublié de vous préciser, pour le catalyseur de Groupes, on voit qu'au niveau du phosphore, il y a un fragment là qui est noté CY 3 fois. CY, c'est le groupe cyclohexyle. Donc, on a juste pris les deux premières lettres pour avoir l'abréviation. Donc cyclohexyle, on aurait une liaison comme ça qu'on pourrait brancher, en l'occurrence ici sur l'atome de phosphore, ce qui correspondrait du coup à un cycle C6H11 qu'on viendrait brancher sur le phosphore. Donc comme j'étais en train de commencer à vous le dire, ces différents exemples sont relativement difficiles. On ne va pas travailler avec ce type de complexe-là, mais plutôt avec des composés qu'on va appeler des ions complexes. Alors, des ions complexes, c'est peut-être un abus de langage, ce ne sera pas forcément des structures ioniques, mais voyons à quoi ça peut ressembler. La première structure que je peux vous proposer, c'est celle-ci. Alors si vous analysez un petit peu ce qui est représenté là, vous avez au centre un élément cuivre, et tout autour de lui, vous avez des molécules d'eau. Vous voyez qu'au total, l'entité est chargée de plus. Donc, ce type d'association entre du cuivre et de l'eau pourrait correspondre tout simplement donc ça pourrait correspondre à la structure qu'auraient des ions Cu de plus lorsqu'ils sont dissous dans l'eau. Ça veut dire que lorsqu'on écrit habituellement Cu de plus indice AQ, ce AQ, qui est l'abréviation de aqueux, signifie que l'ion Cu de plus est entouré de molécules d'eau. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il n'est pas seulement entouré de molécules d'eau, mais il est bien en train de réaliser, comme on le voit ici, des interactions par liaison avec les molécules de solvant. D'autres types d'exemples, avec celui qui est juste à côté. Alors, celui-là, les PSI, vous ne l'avez pas encore vu. Par contre, les élèves du groupe PC, vous devez être capable de me dire où est-ce qu'on a croisé
cet ion-là, on a de l'argent, 2 molécules d'ammoniac et une charge plus. On l'avait croisé en chimie organique, c'est un réactif particulier qui permet de faire un test caractéristique des aldéhydes qu'on appelle le test au miroir d'argent. Vous avez des structures qui sont parfois un petit peu plus élaborées, on va dire, comme celle qui est représentée là. Alors, vous avez au centre N qui représente un atome métallique, pensez à rajouter une petite légende, et la structure noire qui va venir entourer cet atome N, eh bien c'est une seule et unique molécule. Vous voyez que là ici cet atome d'azote, il est relié à cet embranchement, celui-ci, il va faire un pont CH2CH2 avec l'autre atome d'azote qui contient encore une fois 2 fois cet embranchement. Donc au final, il peut y avoir des structures relativement volumineuses avec lesquelles on va travailler. Une autre structure qui est relativement similaire à la précédente, vous voyez que là vous avez du cuivre et il va pouvoir être entouré de molécules d'eau, il y en a ici 2, et d'autres molécules. Vous avez ici un fragment NH2, CH2, CH2, NH2 qui va former du coup une espèce de cycle, et un autre cycle va venir ici avec globalement pour cette structure une charge de plus. On va voir également des notations un petit peu plus abrégées, comme celle qui est représentée là. Et là ici, on voit qu'on a l'association d'éléments fer. Cn, eh bien, ça vient de l'ion cyanure, Cn-. Et donc là, eh bien, dans cette structure, on constate qu'il y a 6 ions cyanure pour un élément fer et que le tout est chargé 4-. Le fait de mettre ces espèces de crochets, c'est souvent ce qu'on va écrire pour les ions, pour préciser que la charge qui est ici, c'est une charge globale pour l'ensemble qui est écrit à l'intérieur des crochets. Pour terminer là-dessus, eh bien, ce schéma-là correspond encore une fois à une structure de complexe. Il faut juste rajouter la légende que je n'ai pas pu ajouter. Au centre, vous avez ici un atome de fer, donc au nombre d'oxydation 0. Les sphères noires, peut-être que vous y êtes habitué avec les modèles moléculaires, ce sont des atomes de carbone, et les sphères rouges, des atomes d'oxygène. Donc ça veut dire que vous avez le fer qui va être relié à des fragments CO, c'est-à-dire à des molécules de monoxyde de carbone. Et si on prend un petit instant pour essayer de redessiner cette molécule avec les notations de Kram, donc ça c'est plus à destination des PSI, je pense, qui sont un petit peu moins habitués à ce type de représentation. Je vais dessiner ça ici en bas du tableau. Alors, on va commencer par mettre le fer, qui est le petit point qui est ici au centre. On a des liaisons qui sont dans le plan, celle qui vient en haut, celle qui vient en bas, et également celle qui est à droite. Là, ici, on définit une espèce de T. Et il y a cette liaison-là qui vient vers l'avant, et la liaison qui est là-bas qui part vers l'arrière. Donc, on va commencer par dessiner les liaisons qui sont dans le plan. Il y en a une en haut, une en bas et une à droite. À chaque fois, on aura des molécules CO au bout de ces liaisons. Et pour ce qui est la partie gauche du dessin, eh bien, on a une liaison qui pointe vers l'avant, donc on met le petit symbole de Kram et CO. Et une liaison qui part vers l'arrière, même chose, CO. Alors, vous voyez que là, ici, j'ai marqué OC, parce qu'on le voit sur la représentation, c'est bien l'atome de carbone qui est relié à l'élément fer. On justifiera ça dans quelques instants. D'autres exemples de structures qu'on peut qualifier de complexes, eh bien, je vous ai laissé un blanc à compléter sur le document, les ions triiodures. Alors déjà, vous devez être capable de me donner leur formule brute à partir de leur nom. Triiodure, donc tri 3, iode, ça fait référence à l'atome d'iode, I. La formule brute, ce sera donc I3-. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est une petite révision sur les formules de Lewis. Vous mettez la vidéo en pause un instant et vous essayez d'établir la structure de Lewis de l'ion triiodure. Donc n'oubliez pas, pour cette structure de Lewis, on pose nombre d'électrons de valence, on place ensuite les éléments, on n'oublie pas de calculer les charges formelles et de voir si tout va bien. Logiquement, vous arrivez à cette structure-là, un atome d'iode central, porteur de 3 doubles non-ions, et également d'une charge moins. Et ensuite, sur la gauche et sur la droite, 2 atomes d'iode qui sont monovalents. L'atome d'iode central, lui, il va être hypervalent. Hein, ça c'est possible vu qu'il est sur la 5e ligne de la classification. Le tout dernier exemple, qui est à droite, eh bien, c'est un composé qu'on a croisé dans les titrages d'oxydoréduction, un indicateur coloré redox.
l'orthophénanthroline ferreuse. Alors, dans cette structure, je n'ai pas tout représenté. La molécule d'orthophénanthroline, eh bien, c'est ce qu'on va voir ici, là, les 3 cycles contenant 2 atomes d'azote. Ferreuse, parce qu'au centre, vous avez du fer, et à côté, vous voyez un ion sulfate, SO4 2-, qui est là pour assurer l'électroneutralité de l'espèce ionique, vu que vous avez sur le fer une charge de plus. Ok, donc si vous prenez un instant pour regarder ces différentes structures de complexes qui ont été représentées, est-ce que vous arrivez à apercevoir quelle est la structure générale de ces entités qu'on va nommer des complexes? Pour pouvoir avancer un petit peu, on va passer maintenant donc, à la partie petit 2, où on va justement détailler cette structure. Et donc, je vous ai tout d'abord mis une définition en vous disant qu'un complexe, c'est une entité chimique. Alors méfiez-vous, hein, c'est parfois très volumineux, il y a parfois beaucoup d'atomes dedans, mais c'est quand même une seule entité qui va être constituée de plusieurs sous-groupes. Le premier, eh bien, c'est un centre métallique. Alors le terme centre métallique, je l'ai pris volontairement général pour vous préciser que le centre métallique peut être soit un métal au nombre d'oxydation 0, ou alors un cation du métal, qu'on va pouvoir noter par exemple MX+. Dans la suite, vous allez voir que ces petits indices plus qu'on va mettre peuvent rapidement être gênants, donc j'aurais plutôt tendance à écrire les métaux M, peu importe leur charge. Donc au centre du complexe, un centre métallique. Puis, autour de ce centre métallique, eh bien, on va disposer un ou plusieurs ligands. On va détailler un peu plus tout à l'heure ce que c'est, mais ce que vous pouvez déjà retenir, c'est qu'un ligand, ça va être une molécule ou un ion qui porte une réactivité base de Lewis. Base de Lewis, on avait dit que c'est lorsqu'il y a au moins un doublé non liant. Du coup, les ligands, eh bien, on va pouvoir les noter de façon simple avec la lettre grand L. Et si on veut donner des charges aux ligands, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'ils disposent de doublés non liants, ils seront soit à charge nulle ou alors à charge négative. Donc on pourrait les noter L, Y, moins. À partir de là, concernant la structure générale, eh bien, on va prendre un centre métallique avec plusieurs ligands et voir ce qu'on obtient. Donc, avec des notations d'abord simples, en considérant seulement M et L. Pour former un complexe, on pourrait dire qu'on prend un métal à centre plus N molécules de ligands, avec N qui désigne ici un nombre stöchiométrique, donc c'est un entier, et on obtiendrait du coup une structure ML indice N. Cette structure MLN, c'est ça qu'on va appeler un complexe. Vous pouvez noter que ces complexes sont parfois ioniques ou parfois ioniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être cationiques ou anioniques, mais ils peuvent également être sans charge électrique. Si jamais on essayait de prendre les notations là que j'ai mises entre parenthèses, avec M qui serait un cation et L qui serait un anion, si on essaye de former un complexe à partir de ces entités, on prendrait du coup le cation MX+, plus N fois le ligand LY-, on obtiendrait alors un complexe MLN, et vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a une charge, c'est une charge globale. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est rajouter des crochets pour les complexes, afin de dire que la charge qu'on va écrire correspond à l'ensemble de la structure. En l'occurrence ici, il va y avoir X moins N fois Y charge plus dans ce complexe. Donc, pour ce qui suit dans cette leçon, vous allez voir que, afin d'alléger les notations, je prendrai systématiquement l'écriture qui correspond à la première réaction. Si jamais vous voulez faire preuve d'une grande rigueur, vous pouvez bien sûr vous astreindre à utiliser l'autre notation. Du point de vue de la compréhension des réactions, vous n'allez rien, je pense que ça ne va rien apporter, vous allez juste rajouter des indices qui correspondent aux charges, et je pense que c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus utile. Ces charges, on les considérera sur des exemples concrets, au cas par cas, mais pour des notations générales, je préfère éviter d'avoir un cours qui ressemble à un cours de maths.
Pour terminer donc sur la constitution des complexes, sachez aussi que tous les ligands ne sont pas forcément identiques. Et donc si vous voulez prendre des notations mathématiques rigoureuses, il faudrait en plus tenir compte du fait que chaque ligand L indice J peut être différent du ligand L indice J plus 1. Je vous ai également mis une petite remarque que les entités complexes chargées, c'est ce qu'on va appeler des ions complexes, et comme tous les ions, ils vont être en général très solubles dans l'eau. On reprend maintenant concernant ces complexes, et on va détailler d'abord des points un peu plus précis sur le métal et sur le ligand. Alors concernant le métal, je vous ai mis, la plupart du temps, c'est un métal de transition. Pour faire un rappel sur cette définition de métal de transition, il faut que vous vous replongiez dans la leçon C2L2 qui portait sur la classification périodique des éléments. On en avait également parlé lorsqu'on était en séance de TP. Ces métaux de transition peuvent être soit sous forme ionique ou alors sous forme atomique, donc non chargée. Une définition est importante, on va vous demander parfois de la calculer concernant le métal. On appelle indice de coordination, qu'on va noter IC, le nombre de liaisons qu'un métal fait avec son ou ses ligands. C'est une définition qu'on peut essayer d'appliquer sur différents exemples, et pour ça, je vous propose de regarder tout d'abord celui-ci. Donc c'est l'exemple qu'on avait un peu plus haut sur le document. Vous avez ici au centre un élément cuivre, et autour de lui, donc, des ligands H2O. Quel est l'indice de coordination du cuivre? Eh bien, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons. Dans ce complexe, le cuivre a un indice de coordination qui vaut 6. Ça ne veut pas dire que pour le cuivre, l'indice de coordination vaut toujours 6. Il existe de grandes variétés de complexes. Mais sur cet exemple-là, on peut le dire. Si on regarde l'exemple qu'on avait à côté, quel est l'indice de coordination de l'argent? Il fait une liaison avec le ligand ammoniac qui est à gauche, il fait une autre liaison avec le ligand ammoniac qui est à droite. L'indice de coordination vaut 2. Pour terminer là-dessus, on va prendre un dernier exemple. Quel est l'indice de coordination du centre métallique représenté ici en rouge? Eh bien, les liaisons qu'il fait avec le ligand, qui est la grosse molécule représentée en noir, ces interactions sont représentées en pointillés rouges. Il y en a 6, donc l'indice de coordination du métal vaut 6. Ok, ensuite, deux remarques que je vous ai déjà écrites. La complexation est une transformation qui ne va pas modifier le nombre d'oxydations d'un métal. Donc, dans les réactions qu'on écrira dans cette leçon-là, le nombre d'oxydation du métal va être exactement le même du côté des produits et du côté des réactifs. Le seul endroit où cette règle ne sera pas suivie, c'est dans la troisième et dernière partie, vu que c'est des réactions d'oxydoréduction que nous aurons à écrire. Le dernier point, je vous mets, les réactions de complexation peuvent avoir parfois des effets assez surprenants, comme la stabilisation d'un nombre d'oxydation. Alors, un petit rappel pour qu'on se comprenne bien là-dessus. Lorsqu'on avait abordé la leçon sur l'oxydoréduction, C7L2, on avait mis en évidence le fait que les ions cuivre 1, Cu+, ne sont pas stables en solution aqueuse puisqu'ils appartiennent à deux domaines disjoints l'un de l'autre. Par conséquent, Cu+, on avait dit que c'était une espèce qui subissait une réaction de dismutation. Ce que nous allons montrer dans cette leçon, dans le paragraphe grand 3, c'est que grâce à une transformation de complexation qui s'applique sur l'ion Cu+, on est capable de stabiliser ce nombre d'oxydations et de le voir, pas au sens littéral du terme, mais de stabiliser et d'avoir des espèces au nombre d'oxydation 1 pour l'élément cuivre en solution aqueuse. Point suivant, donc dans le paragraphe petit c, on parle à présent des ligands qui se trouvent autour du centre métallique. Donc je vous ai mis un rappel, ça peut être soit un ion, un anion même, soit une molécule qui possède au moins un doublet d'électrons non liants. Le parallèle de l'indice de coordination pour les ligands, c'est ce qu'on appelle la denticité.
Alors, cette denticité, ça vient du latin dentis, qui est la même origine que dent. Et on utilise ce terme-là puisqu'on peut voir les ligands un peu comme s'ils venaient mordre pour s'agripper au niveau du centre métallique. Alors, concernant la définition, vous pouvez la regarder, la denticité correspond au nombre de liaisons qu'un ligand va faire avec un métal. À partir de là, eh bien, on dira qu'il y a des ligands qui sont monodentés, bidentés, tridentés, etc. On va reprendre les 3 exemples qui sont juste au-dessus pour nous entraîner avec cette nouvelle définition. Alors, on reprend l'exemple du complexe entre le métal cuivre de plus et les ligands H2O. Pour définir la denticité d'un ligand, on va regarder un seul de ces ligands. Pourquoi pas celui du bas? En fait, ils ont tous un rôle symétrique. On constate que ce ligand H2O fait une seule liaison avec l'élément cuivre. Par conséquent, on peut dire que H2O est un ligand monodenté. Si on regarde l'exemple qui se trouve juste à droite, avec le complexe à base d'argent et d'ammoniac, on regarde un seul ligand ammoniac, NH3, on constate qu'il fait une liaison avec le centre métallique. Par conséquent, l'ammoniac est, comme la molécule d'eau, un ligand monodenté. Si on regarde maintenant la structure un petit peu plus élaborée là, avec le centre métallique et une seule molécule, eh bien, cette molécule noire, elle est très grosse et à elle seule, elle est capable de faire les 6 liaisons représentées en pointillés rouges. Par conséquent, dans cette structure, eh bien, le ligand va être hexadenté. Il fait 6 liaisons avec le métal. Un dernier point concernant cette denticité, si elle est supérieure strictement à 1, donc si elle est égale à 2, 3, 4, etc., eh bien, on pourra appeler le ligand un agent chélateur. Et par conséquent, on appellera chélate, C-H-E-L-A-T-E, une entité qui est un complexe résultant de l'association d'un centre métallique avec un ou plusieurs ligands qui seront polydentés, c'est-à-dire dont la denticité est strictement supérieure à 1. Cette petite remarque, je vous la fais simplement pour vous en faire une autre, qui est celle-ci. Les réactions de complexation sont particulièrement utiles aux chimistes, notamment pour réaliser des opérations de dépollution des eaux. Lorsqu'il y a des métaux dissous sous forme d'ions à l'intérieur de l'eau, on peut utiliser des ligands qui vont jouer le rôle de piège pour capter ces métaux et ensuite du coup purifier l'eau qui sort du processus. On continue notre petit tour d'horizon sur les ligands avec cette fois des exemples de ligands qu'il faut connaître parce qu'ils sont très très utilisés lorsqu'on fait des réactions de complexation. Le premier, c'est la molécule d'eau. Alors on va représenter ici des représentations, alors pas forcément de Lewis, mais en tout cas des structures qui mettent en évidence les doublés non liants. Et on l'a vu sur un exemple tout à l'heure, la molécule d'eau est un ligand qui est monodenté. On s'arrête un petit instant et on essaye de comprendre pourquoi c'est monodenté. Sur l'atome d'oxygène, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a 2 doublés non liants. On pourrait éventuellement imaginer que chacun de ces doublés non liants fasse une même liaison, fasse une liaison avec le même centre métallique. En réalité, ça, d'un point de vue géométrie, ce n'est pas possible, puisque je vais le représenter sur la gauche, la molécule d'eau, elle a une géométrie tétraédrique avec un angle entre ces 2 doublés non liants qui est grosso modo de 109 degrés. On a vu qu'il y avait une petite variation. Donc là, ici, je vous donne simplement l'angle de référence pour la géométrie tétraédrique. Ce qui veut dire que si un des 2 doublés non liants, mettons celui que j'ai mis ici en vertical, est utilisé pour faire une liaison avec un centre métallique M, eh bien vous voyez que l'autre doublé non liant n'est pas du tout dans la bonne orientation. Il ne peut pas se tordre sur lui-même pour venir se lier avec le même métal. Finalement, l'eau ne peut être qu'un ligand monodenté à cause de cette raison. En ce qui concerne maintenant la molécule d'ammoniac, NH3,
Eh bien, sur l'atome d'azote, un seul doublet non liant est présent, ça va faciliter les choses. L'ammoniac est également un ligand monodenté. Alors ensuite, l'éthylène-diamine. Alors éthylène-diamine, vous voyez, c'est un nom qui est relativement long. En chimie, on abrège ça par EN. Méfiez-vous, c'est une abréviation qui est très très courte et qui peut parfois poser problème parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc éthylène-diamine, EN, c'est cette molécule-là. On a un pont CH2CH2 et deux fonctions amines, NH2, une de chaque côté. Et évidemment, sur les atomes d'azote, se trouve à chaque fois un doublet non liant. Chaque doublet non liant peut s'attacher sur le même centre métallique grâce aux rotations libres autour des liaisons simples carbone-carbone et carbone-azote. Pour vous en convaincre, je vous propose de remonter sur le document au niveau de la page numéro 3 et sur la droite, tout à l'heure, je vous ai montré une structure qui est celle-ci sur laquelle on voit NH2, CH2, CH2, NH2. Là, ici, c'est un seul ligand éthylène-diamine qui se lie deux fois avec l'élément cuivre. Là, ici, en haut, vous avez un autre ligand éthylène-diamine qui se lie avec le même élément cuivre. La conclusion, vous l'aurez compris, l'éthylène-diamine est un ligand bidenté. Une petite parenthèse maintenant, uniquement pour les élèves du groupe PC. Si vous essayez de faire le lien entre le nom et la structure, vous devez vous dire, éthylène, on voit un N comme dans alcène, on s'attend à voir une double liaison. Eh bien oui, mais non, puisque éthylène-diamine n'est pas un nom en nomenclature UPAC, c'est un nom usuel. Si jamais on voulait nommer cette molécule en UPAC, eh bien on a deux atomes de carbone dans la chaîne principale, c'est donc un dérivé de l'éthane. On a des fonctions amines, donc c'est une éthane diamine portée par les carbones 1 et 2. Ce serait donc la molécule d'éthane 1, 2, diamine. Et là ici, vu qu'il y a un D qui est une consonne, on va laisser le suffixe E. On poursuit avec l'exemple suivant et une molécule qu'on a déjà beaucoup croisée lorsqu'on s'intéressait aux formules de Lewis, le monoxyde de carbone. Monoxyde, un oxygène de carbone, le carbone C, sa formule CO et sa représentation de Lewis. Alors, peut-être ça vaut le coup de faire à nouveau une pause dans la vidéo pour établir la représentation de Lewis et comparer à ce que je vais écrire. On a une triple liaison CO, des doublés non liants, un sur le C, un sur le O, une charge moins sur le carbone, une charge plus sur l'oxygène. Souvenez-vous que dans cette représentation, eh bien, c'est l'atome le moins électronégatif qui porte pourtant la charge négative. Ça vient du fait qu'il est indispensable de respecter la règle de l'octet et c'est la seule et unique représentation qui permet de respecter cette règle. Analysons maintenant la denticité de cette molécule. Alors, on a deux doublés non liants, un sur le carbone, un sur l'oxygène. Pour autant, eh bien, il y en a un des deux qui ne peut pas être partagé, celui porté par l'oxygène. Pourquoi? Et regardez, l'oxygène est chargé positivement, il a déjà un défaut d'électrons, il lui en manque. S'il partageait ce doublé non liant avec un métal, il lui en manquerait encore plus. Pourtant, on sait que l'oxygène est un élément très électronégatif, donc là, il va s'accrocher à tous les électrons qui sont autour de lui et il ne va pas les partager. Le seul atome capable de les partager, ce sera le carbone. Et on le voit puisqu'il a une charge moins, traduisant un excès d'électrons. Finalement, dans le monoxyde de carbone, pour cette raison et également pour des raisons géométriques, lorsque le métal vient se mettre au niveau de mon doigt, l'oxygène ne peut pas se lier au même métal. Du coup, le monoxyde de carbone est un ligand monodenté. Ensuite, l'ion oxalate. Alors, l'ion oxalate, c'est la base conjuguée du plus petit des diacides carboxyliques. Vous vous souvenez, un acide carboxylique contient la fonction COOH. Le plus petit des diacides carboxyliques, c'est simplement COOH, une liaison avec le carbone COOH, qu'on appelle l'acide oxalique. Et la base conjuguée, c'est celle-ci.
C2O4 de moins. Alors, dans cette structure, eh bien, on va essayer de déterminer la denticité. Et pour ça, eh bien, imaginez qu'on rajoute le métal à cet endroit. Il va pouvoir s'associer à un atome d'oxygène, à l'autre atome d'oxygène. Tant qu'à faire, je n'ai pas mis les charges et les doublés dans le lien n'importe comment. J'ai pris les oxygènes riches en électrons près du métal. Et donc, on va pouvoir instaurer ici deux liaisons ligand-métal. La denticité du ligand est donc égale à 2. Alors, pour terminer le DTA, je pense que je vais prendre un petit peu de place. Donc, le DTA, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une appellation assez générale qui peut revêtir plusieurs structures moléculaires. Concernant ce composé, il a des propriétés acido-basiques. C'est même un tétraacide qu'on pourrait noter H4Y. Et évidemment, on peut imaginer le déprotoner 1, 2, 3 ou 4 fois. Et donc on pourrait passer de H4Y, si on retire un H+, à H3Y-, puis en retirant un autre H+, on passerait à H2Y2-, etc. La forme que je vais représenter ici, c'est la forme toute déprotonée qu'on note habituellement Y4-. C'est ce qu'on appelle du coup l'éthylène diamine tétraacétate. Pour comprendre la structure, il faut d'abord se dire il y a éthylène diamine dans son nom, comme ce qu'on avait tout à l'heure. Et on a dit que éthylène diamine, c'est lorsqu'on a NCH2CH2N. On entend aussi dans le nom tétraacétate. L'ion acétate, vous le connaissez, il a pour structure CH3CO. Au moins. Le problème, c'est que là ici, CH3CO-, on ne peut pas faire de liaison avec les atomes d'azote. Par exemple ici, pourquoi les azotes? Parce que là, pour l'instant, ils n'ont que 2 liaisons. Donc, ce n'est pas directement CH3CO2- qu'on va prendre, mais on va s'arranger pour retirer un des 3 hydrogènes de façon à ce que la 3e liaison puisse être connectée sur d'autres atomes. Donc, pour avoir l'éthylène diamine tétraacétate, cet atome d'azote, il a un doublé non liant, celui d'à côté, même chose, il leur manque chacun 2 liaisons, et bien on va leur mettre chacun 2 groupements acétates. Et on essaye, autant que possible, pour les atomes de carbone fonctionnels, ceux qui sont ici, de respecter à peu près la géométrie trigonale plane. Concernant la denticité de ce ligand, alors là, le mieux pour l'observer, c'est de revenir encore une fois sur les exemples que je vous montre depuis tout à l'heure, et celui qui est à regarder, c'est celui-ci, encore une fois. La grosse molécule noire que vous regardez depuis tout à l'heure, c'est justement l'éthylène diamine tétraacétate. Vous voyez que c'est à chaque fois bien des oxygènes chargés négatifs qui sont représentés. Concernant sa denticité, sur le schéma qui est représenté là, c'est pas forcément flagrant, mais lorsqu'on regarde ce schéma en représentation 3D, eh bien on constate, avec les petits pointillés rouges, qu'il y a 6 liaisons possibles avec le même centre métallique. Par conséquent, le DTA, eh bien, c'est un ligand qui est hexadenté. Alors hexadenté, c'est le nom français, et dentate, ce serait plutôt la dénomination en anglais. Concernant la suite, donc ce qu'on va voir maintenant porte sur la nomenclature des complexes. L'idée, c'est de trouver le nom de ces entités à partir de leur formule chimique. C'est quelque chose qui n'est pas exigible dans le cadre du programme. Donc ce que je vous donne ici, c'est à titre informatif, pour que vous ayez des notions, que vous vous habituiez à ces complexes. Pour autant, je pense que pour vous, il n'est pas forcément très utile de passer beaucoup de temps sur la nomenclature. Regardez rapidement ce à quoi ça correspond, mais n'y mettez pas 3 jours. Alors, les règles que je vais vous donner là, ce sont des règles systématiques, et il faudra les regarder les unes après les autres pour arriver à établir le nom correct. Donc je vous ai mis dans un premier temps,
on met au début le mot ion si le complexe est chargé électriquement. Deuxièmement, on précise le nombre de ligands avec les préfixes di, tri, tétra, etc. Dans un troisième temps, on va préciser la nature chimique des ligands et on va également, pour préciser sa nature chimique, modifier un petit peu le nom de chacun des ions. Donc, je vais compléter ici le tableau avec vous. Alors, en premier dans le tableau, on voit l'ion H-. Alors, l'ion H-, les PC l'ont déjà croisé plusieurs fois, les PSI un tout petit peu moins. J'en avais parlé lorsqu'on évoquait le nombre d'oxydations. C'est un ion qu'on appelle l'ion hydrure. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux ions hydrures? Eh bien parce que si on prend une liaison métal-hydrogène, étant donné que les métaux sont très peu électronégatifs, il y a toutes les chances pour que la liaison soit polarisée, delta plus sur le métal, delta moins sur l'hydrogène. Par conséquent, lorsque vous avez une liaison métal-hydrogène, l'hydrogène avec sa charge partielle delta moins, on dit qu'il a un caractère d'hydrure, d'où l'utilisation de ce nom. Par conséquent, lorsqu'on aura à nommer des complexes contenant des atomes d'hydrogène reliés au métal, eh bien, on n'écrira pas hydrure, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va, je ne sais plus d'ailleurs si je l'ai dit, mais en tout cas c'est écrit, on va remplacer la fin du nom et mettre la lettre O. Donc on mettrait dans le nom hydruro. Ensuite, HO-, celui-ci vous le connaissez très bien, c'est l'ion hydroxyde, je vous laisse l'écrire, et dans le nom d'un complexe, on le rencontrerait en écrivant hydroxo. Alors, celui qui est en dessous ici, il est un petit peu plus compliqué celui-là, on ne l'a pas croisé beaucoup, c'est l'ion thiocyanate. J'avais déjà dû vous dire un peu plus tôt dans l'année qu'en chimie, lorsqu'on voit le morceau dans le nom thio, ça fait référence à l'atome de soufre. Prenez un petit instant, encore une fois on va mettre la vidéo en pause pour réviser les structures de Lewis, prenez un instant pour établir la structure de Lewis de l'ion thiocyanate et vérifier ensuite avec ce que je vais écrire au tableau. Pour cet ion, on va avoir l'atome de carbone qui est au centre, comme on le voit avec cette structure. Il va être doublement lié à l'atome de soufre, doublement lié à l'atome d'azote. Un soufre, lorsqu'il fait deux liaisons et qu'il a deux doubléments liants, c'est comme un oxygène, il n'a pas de charge formelle. Pour l'azote, s'il a deux liaisons et deux doubléments liants, il a une charge moins. Donc voici la structure de l'ion thiocyanate. Lorsqu'on le rencontre dans un complexe, on va le nommer sous forme thiocyanato. Ensuite, C2O4, on l'a écrit il y a un instant, c'est l'ion oxalate, O-X-A-L-A-T-E, et donc lorsqu'on va le nommer, ce sera sous forme oxalato. Et le dernier, Cn-, c'est l'ion cyanure. Alors celui-ci, c'est pas aussi régulier que les précédents, c'est pas juste en mettant le O. Donc le cyanure, lorsqu'on le trouve dans un complexe, on le nomme sous forme cyano et non pas cyanuro. Pour terminer ce tableau, on a ici X-. X va représenter un atome d'halogène. Donc, lorsqu'un élément halogène est présent sous forme d'un ion, on appelle ça un ion halogénure. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter entre parenthèses fluorure, chlorure, bromure, iodure. Et lorsqu'on va les nommer, eh bien, à nouveau une petite exception, on va tronquer un petit peu le nom, on va noter halogéno. Et non pas halogénuro. Et donc on parlera de chloro, iodo, fluoro, bromo. Toujours concernant ces ligands, je vous ai mis il y a quelques exceptions, et elles sont assez fréquemment rencontrées, donc c'est bien de les avoir en tête. Lorsque le ligand est une molécule d'eau, il va se nommer non pas OO, mais plutôt aqua. Lorsque le ligand est la molécule d'ammoniac, NH3, on va appeler le ligand
amine, et je l'ai mis en évidence sur le document. Le ligand amine va prendre 2 N, contrairement au groupe caractéristique de chimie organique amine, qui correspond à NH2, et qui lui ne prend qu'un seul M. Donc vous voyez que finalement, les règles d'orthographe en chimie sont aussi difficiles à suivre que les règles de français. Et pour terminer, CO, alors ça c'est la molécule de monoxyde de carbone, mais on va la nommer carbonyle. Carbonyle comme la double liaison CO dans les aldéhydes ou les cétones. Point suivant, donc là on reprend les règles pour donner le nom d'un complexe. Donc le point numéro 4, si le complexe est anionique, on va rajouter le suffixe at après le nom du métal. Donc on met le nom du métal plus éventuellement le at. Sachez qu'en chimie, dès que vous avez un at dans un ion, c'est un anion. Vous connaissez l'ion carbonate, CO3, 2-, l'ion sulfate, SO4, 2-, et on a d'autres. Ensuite, point numéro 5, pour terminer, on précise le nombre d'oxydation du métal et oui, je vous ai rappelé donc c'est-à-dire la charge que le métal aurait s'il n'était entouré d'aucun ligand. Ce nombre d'oxydation, comme on l'avait vu dans la leçon C7L2, devra être écrit en nombre romain. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à la partie exercice et on va reparcourir ces règles les unes à la suite des autres plusieurs fois de façon à essayer de les mémoriser un petit peu. Donc pour l'exercice de nomenclature, j'aurais pu prendre des structures de complexes et vous dire, voilà, nommer tous les complexes que j'ai écrits. J'ai choisi de prendre une option un petit peu plus ludique. Je vous ai mis des petits rébus, enfin pas vraiment des rébus, mais en tout cas des petites énigmes, de façon à d'abord trouver la structure du complexe, et une fois qu'on aura la structure chimique, eh bien on déduira le nom. Alors, pour cet exercice, vous n'avez pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on met autant de ligands ou autant de métal. Le but, c'est simplement de faire de la nomenclature. Je me suis renseigné au préalable pour être sûr que les complexes avec lesquels on va travailler existent, mais on ne cherche pas à savoir pour qui ou pourquoi ils ont tel ou tel nombre de ligands. Alors, dans un premier temps, je vous parle on doit écrire des réactions de formation. Donc, on part du métal, du ou des ligands, on écrit la formation du complexe, et une fois qu'il est écrit, on donne son nom. Donc on nous parle dans le petit a de la réaction entre l'ammoniac et les ions cobalt 2 avec une stoichiométrie 6 pour 1. Alors on va commencer par écrire ce qu'il y a du côté des réactifs. L'ammoniac, on a vu que c'était NH3. Les ions cobalt 2, le 2 fait référence au nombre d'oxydation. Étant donné que c'est un ion monoatomique, ce sera directement sa charge, donc ce sera l'ion CO2+. Et on nous parle d'une stoichiométrie 6 pour 1, vu qu'on nous parle d'abord de l'atome d'ammoniac, enfin pardon, du ligand ammoniac, c'est qu'il y aura 6 ammoniac pour un seul cobalt de plus. Étant donné que là ici on a ces nombres stoichiométriques, le complexe qu'on va former, on va tout assembler dans un seul édifice. On va avoir CO, 6 ligands ammoniac, donc on va mettre des parenthèses pour mettre NH3, indice 6. Et vu qu'il y a une charge de plus, on va rajouter des crochets pour entourer tout ça et mettre la charge de plus. Donc voilà comment on va écrire la structure de ce complexe. Maintenant, on essaye d'établir son nom. Premièrement, il s'agit d'un ion. Donc, on commence par mettre ion. Il y a dedans 6 ligands NH3. Le ligand NH3 se nomme amine, avec 2 M. Ce sera donc l'ion hexaamine, avec 2 A, parce qu'il y a le A de hexa et le A de amine. Ensuite, on a du cobalt. Ce n'est pas un anion, donc on ne rajoute pas de suffixe at. Et pour terminer, il nous faut le nombre d'oxydation du cobalt, c'est-à-dire la charge qu'il aurait sans les ligands. C'est une charge de plus. Donc on rajoute entre parenthèses le grand 2 de ce nombre d'oxydation. On a donc ici l'ion hexaamine cobalt 2. Alors,
Pour le petit b, ah ben, cette fois-ci, on nous donne le nom. On nous parle de l'ion hexa à quoi faire 2. Donc, à partir du nom, on va essayer de trouver la structure du produit. Donc là, voilà ce qu'on essaye de compléter dans un premier temps. Et ensuite, on essaiera de trouver quels sont les composés qui peuvent former ce complexe. Alors, il s'agit d'un complexe hexa-aqua. On va donc avoir des molécules d'eau au nombre de 6. Le métal, eh bien, on trouve sur la droite, c'est du fer. Il est au nombre d'oxydation 2. Est-ce qu'il y a une charge? Eh bien oui, puisque le nom débute par ion. On va donc rajouter des crochets. Et l'idée, c'est de se dire quelle est la charge globale. Si le fer est au nombre d'oxydation 2, il a une charge 2+. Les molécules d'eau sont des ligands qui ne sont pas chargés, donc il ne faut pas modifier la charge de plus. Par conséquent, ce complexe est chargé de plus. Maintenant qu'on a la structure du complexe, on va compléter la réaction de formation en cherchant les ligands et le métal à utiliser avec les bons nombres stoichiométriques pour arriver à cette structure-là. Il nous faut des molécules d'eau par nombre de 6. Donc on va commencer par prendre 6 H2O. Et il nous faut également du fer au nombre d'oxydation 2. On va donc prendre du Fe de plus. Pour le point suivant, le petit c, donc, on nous dit de reprendre la réaction A, mais en remplaçant le ligand ammoniac par le ligand éthylène-diamine. Alors, éthylène-diamine, je vais le noter, comme je l'avais dit tout à l'heure, EN. Et là, tout de suite, il y a un petit point sur lequel il va falloir être vigilant. Donc, on va reprendre deux définitions qu'on a données tout à l'heure, qui sont l'indice de coordination et la denticité. Et on va s'y attarder pour le premier exemple. On va aussi regarder pour le second, ça nous entraînera. Tout d'abord, le ligand ammoniac, quelle est sa denticité? C'est-à-dire combien de liaisons peut-il former avec un même métal? On l'a écrit tout à l'heure, une seule. Je vais écrire D pour la denticité. Ici, D égale 1. À l'intérieur du complexe qui est là, quel est l'indice de coordination, que je vais noter IC, pour le cobalt? Il a 6 liaisons avec des ligands monodentates. L'indice de coordination aussi. Pour le deuxième exemple, la molécule d'eau, c'est un ligand monodenté. J'ai dit dentate, je crois, précédemment. J'avais l'habitude de dire ça, mais j'essaye de dire à la française, monodenté. Donc l'eau est un ligand monodenté, et par conséquent, dans le complexe, comme juste au-dessus, l'indice de coordination du métal vaut 6. En ce qui concerne l'éthylène-diamine, je vous rappelle sa structure, on a NH2, CH2CH2, NH2. Les atomes d'azote portent chacun un double non liant, par conséquent, la denticité vaut 2. Donc là, la question, c'est de se dire combien faut-il prendre de ligands éthylène-diamine pour avoir une réaction analogue à celle qui est juste au-dessus. On avait au total 6 ligands monodentates. Vu que cette fois on a des ligands qui sont bidentés, je vais y arriver, on se retrouvera à n'en prendre non plus 6, mais seulement 3. Donc 3 ligands éthylène-diamine, plus le cobalt au nombre d'oxydation 2, on ne change pas. Et on va donc former le complexe CO éthylène-diamine 3 fois le tout chargé de plus. Et à l'intérieur de ce complexe, on aura toujours pour le cobalt un indice de coordination qui vaut 6. Alors on poursuit et on nous dit dans la rubrique D d'écrire le complexe obtenu par réaction entre le nickel 2 et l'EDTA sous sa forme toute déprotonée. Alors la forme toute déprotonée de l'EDTA, c'est ce que je vais écrire Y charge 4-, et le nickel 2, c'est l'ion Ni2+.
lorsqu'on associe les deux, on va avoir Ni et Y qui vont avoir une charge globale moins 4 plus 2, moins 2. Et il nous reste à préciser les grandeurs qui sont la denticité et l'indice de coordination. Pour Y4-, sa denticité, eh bien, c'est 6. Et pour le nickel, dans le complexe, l'indice de coordination, eh bien, c'est 6 également. Il y a un seul ligand hexadenté autour de l'élément nickel. Maintenant qu'on a cette structure, eh bien, il nous faut donner son nom. Donc on a un seul ligand éthylène diamine tétraacétate, donc on va appeler ce composé ion. C'est l'ion éthylène diamine tétraacéto, puisque c'est un ligand, on coupe la fin et on met O, comme on l'avait fait pour cyano ou halogéno. Donc éthylène diamine tétraacéto, nickel, le nom du métal. Il s'agit d'un complexe anionique, donc on rajoute at, pour préciser que la charge est négative, et on termine par le nombre d'oxydation du métal s'il n'y avait pas de ligand, plus 2. On a donc ici l'ion éthylène diamine tétraacéto, nickelate 2. Point suivant, le petit e, on nous donne directement pour le petit e la structure du complexe. FeCO 5 fois. Comment est-ce qu'on va nommer ce complexe? Eh bien, ce n'est pas un ion, donc on ne commence pas avec le mot ion. Il y a 5 ligands CO. Le ligand CO se nomme carbonyle, c'est donc du pentacarbonyle. Ensuite, on met le nom du métal, fer. Il n'y a pas de charge négative, donc on ne met pas at. Le nombre d'oxydation du fer là-dedans, pour le voir, c'est pas évident sur le complexe. Essayons de trouver les réactifs qui permettent de former cette entité. En termes de ligands, on a des ligands qui sont des molécules non chargées de monoxyde de carbone. Il nous en faut, on le voit avec l'indice ici, 5. Puisque globalement la charge électrique se conserve au cours de la transformation chimique, eh bien, il nous faut du fer, et la seule charge possible pour lui, eh bien, c'est une charge nulle. Donc, il n'y a pas de charge sur le fer sans complexe. Le nombre d'oxydation vaut 0, c'est donc du pentacarbonyle fer. On peut éventuellement rajouter 0 entre parenthèses. Pour terminer, dans la rubrique F, on nous donne deux réactifs. Il faut écrire le complexe qu'on obtient. Donc, l'ion palladium 2+, réagit avec 4 ions chlorure. Donc, dans cette réaction, le palladium va jouer le rôle de centre métallique. Les ions chlorure vont jouer le rôle de ligand. Et lorsqu'on associe les deux, on va avoir comme produit la formule PdCl4. On va mettre des crochets et une charge globale moins 2. Maintenant qu'on a cette formule chimique, eh bien on peut déterminer le nom. Il s'agit d'un ion, donc on commence avec ion. Il y a 4 ligands chlorure, donc ce sera du tétrachloro. Ensuite, on a du palladium et une charge moins. Donc le palladium avec la charge moins, on va nommer ça palladate. Et on termine avec le nombre d'oxydation du métal, plus 2. On aura donc ici l'ion tétrachloropalladate 2. Ok, donc on garde en tête que la nomenclature, c'est pour les complexes quelque chose de relativement délicat et qui donne du coup des noms qui sont, quand on n'est pas habitué, des noms un petit peu biscornus. Pour le paragraphe suivant, le petit 4, il n'y aura pas vraiment de connaissances à retenir, c'est plus des informations de la culture générale et c'est plutôt à destination des élèves du groupe PC.
Alors, concernant les complexes, on s'intéresse très fréquemment à deux de leurs caractéristiques physiques, qui sont la couleur et leurs propriétés magnétiques. Alors, je ne vais pas relire tout le document, je vais juste faire ici un petit résumé. Concernant la couleur des espèces, vous savez que la méthode d'analyse privilégiée, c'est la spectroscopie UV visible. Cette spectroscopie UV visible, elle nous permet de mesurer notamment des longueurs d'onde d'absorption pour différentes valeurs. On va pouvoir, grâce à la couleur d'un complexe, remonter jusqu'à certains paramètres. Les paramètres en question, ce sont des paramètres énergétiques qui vont nous renseigner sur l'interaction métal-ligand. Sachez que quand on continue à décrire les complexes, ce que vous ferez en filière PC uniquement en deuxième année, eh bien on s'intéresse à la description chimique de la liaison métal-ligand. Pour pouvoir ensuite comparer l'action de différents ligands sur un même métal, on peut réaliser ce qu'on appelle des séries spectrochimiques. Donc par exemple, on prend des ions Cu2+, on va l'associer avec 15 ligands, et le but, c'est de savoir quel est le ligand qui va donner la liaison métal-ligand la plus forte, quel est celui qui va donner la plus faible, et d'obtenir un classement grâce à des mesures de spectro. Pour le point suivant, le magnétisme, tout d'abord, un petit rappel. On avait parlé de magnétisme au cours du chapitre, alors c'était le chapitre numéro 2, lorsqu'on avait abordé la notion de configuration électronique, plus précisément dans la leçon C2L1, et on avait dit que un atome était paramagnétique s'il possède au moins un électron célibataire. Si jamais vous l'avez oublié, vous pouvez le réécrire. Et il est diamagnétique si tous les électrons sont appariés. Alors, célibataire ou appariés, eh bien, on avait vu à l'époque que c'était lorsqu'on les range dans les orbitales atomiques. En l'occurrence, ici, les complexes ne sont plus des entités monoatomiques, mais polyatomiques. La théorie à utiliser, c'est donc la théorie des orbitales moléculaires, mais on peut utiliser les mêmes définitions. Une molécule sera dite paramagnétique si elle possède au moins un électron non apparié, et diamagnétique si tous ces électrons vont par paire. Comment est-ce qu'on va utiliser le magnétisme d'un complexe pour avoir ces informations sur le para- ou le diamagnétisme? Il faut se rappeler que le paramagnétisme ou diamagnétisme, c'est relié à la notion de spin électronique, notion intimement connectée avec les propriétés magnétiques. Expérimentalement, lorsqu'on mesure une grandeur qu'on va noter qui indice M, qu'on appelle la susceptibilité magnétique du complexe, on va pouvoir, grâce à cette mesure, déterminer si le complexe est paramagnétique ou diamagnétique et par conséquent avoir une information sur la répartition des électrons à l'intérieur même des orbitales moléculaires du complexe. Ok, ceci étant dit, on va passer au paragraphe grand 2. Donc là, dans ce paragraphe, les choses sérieuses commencent. C'est là qu'on va vraiment parler de transformation en solution aqueuse. Et vous voyez qu'on va commencer par les diagrammes de prédominance. Alors, diagramme de prédominance, on en a déjà parlé dans les leçons précédentes. Et on a dit qu'à chaque fois, il nous faut définir des couples donneurs, / accepteurs. Donc je vais commencer ici par écrire un rappel. Si vous êtes déjà bien au point là-dessus, inutile de le réécrire. Si jamais vous avez des petites lacunes, eh bien prenez un instant pour le renoter. Lorsqu'on s'intéresse aux transformations acido-basiques, ce que j'ai abrégé par AB, eh bien on peut définir des donneurs et des accepteurs d'une certaine particule. On va essayer de redéfinir tout ça. La particule qui est échangée dans un couple conjugué en acido-basique, eh bien c'est le proton. On note H+. Les entités qui sont des donneurs de H+, bien sûr, sont des acides au sens de Brønsted. Et au contraire, ceux qui vont accepter les H+, ce sont les bases de Brønsted. Lorsqu'on avait parlé des réactions d'oxydoréduction, la particule échangée dans un couple conjugué, ce n'est plus le proton, mais l'électron. Les donneurs d'électrons, ce sont les réducteurs. Et les accepteurs d'électrons, les ogres, ce sont les oxydants. Dans le cas des réactions de complexation, on va pouvoir fonctionner par analogie. Sachez que dans la complexation, ce qui va retenir l'attention du chimiste, ce sera surtout le centre métallique. Et ce qu'on va analyser au niveau du centre métallique, eh bien, c'est l'ajout ou le retrait des ligands.
Par conséquent, dans les réactions de complexation, là vous complétez le document, eh bien la particule échangée, ce sera le ligand, qu'on va noter dans la suite L. Les entités qui vont être donneurs de ligand, eh bien, ce sont celles qui en ont au moins un et qui vont pouvoir le céder. Donc ce sera des complexes qu'on va noter sous la forme NL, N. Et les accepteurs, eh bien, ce seront soit les métaux nus, libres, sous forme atomique, c'est-à-dire sans charge, ou sous forme cationique, ou éventuellement des complexes qui sont encore accepteurs de ligands. Pour justifier ça, je vais noter ici en indice NL, indice N-1. J'ai oublié un petit truc. Dans le cas des donneurs, on peut aussi prendre des ligands libres en solution. Ils vont pouvoir avoir le rôle de donneur en venant se fixer sur un centre métallique. Donc sur la ligne donneur, on va rajouter L libre en solution. Alors, pour continuer de compléter le document, je vous ai noté donc les couples donneur/accepteur, dans le cas des complexes, seront les couples du type, eh bien on peut noter NL/N NL indice N-1. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez tenir compte des charges, eh bien, vous rajoutez les charges ici en exposant. Des exemples de couples donneur-accepteur. Eh bien, tout à l'heure, on a parlé de l'ion hexa-aqua-cuivre 2 Cu H2O 6 fois 2+. Et bien, du coup, on pourrait très bien le mettre en couple avec Cu H2O 5 fois 2+. Et puis comme ça, on pourrait définir d'autres couples. Toujours avec cet exemple de base, on pourrait prendre Cu H2O 2 fois 2+, en couple avec Cu H2O 1 fois 2+. Notez bien donc que lorsqu'on fait ces couples donneur-accepteur, il est impératif que le ligand soit le même, puisque c'est des couples associés à un échange de ligands défini. Alors pour la suite, on va maintenant s'intéresser à différentes constantes standards thermodynamiques. Les définitions qu'on va donner ici, elles vont être assez rébarbatives, il va falloir prendre un moment pour les apprendre et les retenir. Ça peut être intéressant pour vous de faire une fiche résumée avec toutes les constantes, que ce soit pour les réactions acido-basiques, d'oxydoréduction, de complexation, et celles qui viendront dans la 4e leçon avec les équilibres de dissolution. Alors, la première constante que nous allons voir, c'est la constante de formation globale qu'on va noter βN. Alors, dans son nom, constante de formation globale, le terme le plus important, il y en a deux, c'est d'abord formation, on va créer un complexe dans l'équation bilan, et le processus est global. Ça veut dire qu'on va prendre un centre métallique, un nombre de ligands égal à l'indice petit n, et former, au cours de l'équation bilan, le complexe qui contient autant de ligands qu'il y a d'indice n à la lettre bêta. Je prends un exemple. Si on prend le métal M et qu'on l'associe avec N ligands, eh bien on obtient le complexe NL indice N. Eh bien là ici, puisqu'on a N ligands, la constante d'équilibre associée, ce sera bêta N. Là, vous pourriez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on note ça bêta n. Très honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Mais même si on note ça avec une lettre grecque, ça reste quand même une constante d'équilibre standard. Hein. C'est ce qu'on notait habituellement K standard, K0. Ici, en supposant que toutes les espèces sont dissoutes dans l'eau, eh bien, les activités vont être égales au rapport concentration sur concentration standard C0. Pour aller un peu plus vite, je ne vais pas écrire les concentrations standards et je vais mettre directement concentration de ml indice n sur m
fois concentration de L puissance n. N'oubliez pas ici la puissance n, vu qu'on a un nombre stoichiométrique petit n devant le ligand L. Donc ça, c'est une première définition. On peut l'encadrer, mais en réalité, c'est rien d'autre que l'application de la loi d'action des masses, hein, c'est-à-dire l'expression générale d'une constante d'équilibre thermodynamique. Sachez que pour un complexe, reprenons pourquoi pas l'exemple du cuivre et de l'eau. Donc le cuivre et l'eau peuvent former des complexes avec soit une molécule d'eau, deux molécules d'eau, etc. Et ça peut aller jusqu'à 6. Donc les complexes sont de la forme CuH2O, on va mettre X, de plus, avec X, un entier naturel qui peut être égal de 1 à 6, donc on va noter ça comme ça. Et par conséquent, eh bien, on pourra définir pour les complexes aqua du cuivre, c'est-à-dire les complexes entre l'eau et le cuivre, des constantes qui pourraient être bêta 1 ou bêta 3 ou bêta 6. Par contre, eh bien, il serait impossible de définir une constante bêta 7, puisqu'on ne peut pas mettre 7 molécules d'eau autour du cuivre. Alors, concernant ce nombre maximum de ligands qu'on peut mettre autour d'un atome métallique, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, ce n'est pas du tout ce qui est demandé dans le cadre du programme, donc on vous donnera ce nombre. Ok, donc pour ces constantes de formation globale, voilà ce qu'il y a à retenir. Deuxième exemple, avec cette fois les constantes de formation successives qu'on va noter KFI. Faites bien attention au vocabulaire. KF, donc K, c'est parce que ça va être une constante d'équilibre standard. On reprend une notation un peu plus commune. Le F pour formation, donc dans l'équation bilan, on va avoir sur la droite un complexe qui est formé. Et on parle de processus successif, ce qui est traduit ici par le petit i. Un processus est dit successif si on ajoute à l'entité initiale un seul et unique ligand. Par conséquent, une équation de formation pourrait s'écrire de la façon suivante. On part de l'espèce MLI-1, on lui rajoute un ligand, donc plus L, et on obtiendra alors un complexe avec ML indice I-1 plus 1, donc MLI. À cette équation de bilan, on va alors associer la constante de formation KFI, définie, en considérant encore une fois que toutes les espèces sont dissoutes, définie par concentration de MLI sur MLI-1 fois concentration de L. Encore une fois, définition qui relève de la loi d'action des masses. On peut l'encadrer, mais c'est peut-être pas utile d'apprendre par cœur. Ce qu'il faut retenir, c'est l'équation bilan associée. On nous demande également, dans ce paragraphe, d'établir une relation entre une constante de formation globale, βn, et les constantes de formation successives, kf indice i. Pour ça, eh bien, on va écrire les réactions de formation successives avec i. Là, ici, cette première colonne, c'est pour les valeurs de i qui vaut 1, 2, etc. jusque n. Alors, pour la première équation de formation, on va prendre le métal sans ligand, on lui rajoute un unique ligand et on obtient le complexe Ml. Donc cette première équation de bilan est associée à Kf1. Pour la suite, eh bien, on prend le produit Ml, on lui rajoute un nouveau ligand et on obtient du coup Ml2. On pourrait procéder de la suite jusqu'à l'indice petit i égale n. On aurait alors comme équation Ml indice n-1 plus L donne Ml n. Et évidemment, cette réaction, elle est associée à la constante de formation Kf indice n. Si maintenant, on fait la somme de toutes ces équations bilan pour l'indice i variant de 1 à petit n, eh bien, on va avoir des termes qui se simplifient. Vous le voyez,
le complexe Ml qui est là va se simplifier avec celui qui est juste ici, le Ml2 qui est là va simplifier avec celui qui est en dessous, etc. Il va donc nous rester au final M plus Ml égale Ml N. Cette équation de Milan, regardez ce qu'on a écrit juste au-dessus, c'est celle qui est associée à la constante de formation bêta indice N. Autrement dit, si j'appelle cette dernière réaction R et que toutes les autres, je les note par l'indice I, donc 1, 2, etc., on peut écrire que la réaction R, c'est égal à la somme pour l'indice I variant de 1 à petit n des équations petit i. Autrement dit, grand R est égal à 1, plus 2, plus 3, etc., plus n. Par conséquent, on peut appliquer cette relation aux constantes d'équilibre. On avait vu ça au cours du chapitre numéro 1 en tout début d'année. Et donc, la constante d'équilibre associée à R, c'est bêta n. Elle s'exprimera en fonction des KF, non plus sous forme d'une somme, mais sous forme d'un produit. Ce sera donc le produit pour l'indice I variant de 1 jusqu'à n des KF indice I. Ça, c'est le genre de relation que vous pouvez apprendre par cœur et penser également à retenir d'où ça provient. Pour finir sur ces constantes d'équilibre qu'on va être amené à utiliser, le troisième et dernier type, ce sont les constantes de dissociation successives qu'on va noter KD, D pour dissociation, indice I. Alors, pour avoir une dissociation et qu'elle soit successive, il va falloir retirer un seul et unique ligand, comme pour les formations successives. On va donc partir d'un complexe Ml indice I, on va le dissocier pour obtenir Ml I-1 plus un ligand L libre. À cette équation bilan est associée la constante d'équilibre KDI, en supposant encore une fois que tout est dissous dans l'eau, elle sera égale à Ml I-1 fois concentration de L sur concentration de MLI. Et pour terminer ce paragraphe, il faut établir une relation entre les constantes de formation successive, les KFI, et les constantes de dissociation successive. Pour ça, eh bien, regardez l'expression qu'on avait donnée pour KFI, regardez l'expression qu'on a donnée pour KDI, on voit tout de suite que KDI est égal à 1 sur KFI. Les deux équations de bilan sont lues une fois de la droite vers la gauche et une fois dans l'autre sens. Par conséquent, on peut aussi faire un lien entre bêta n et les KD, et donc on pourra écrire que bêta n, constante de formation globale, est égale au produit pour l'indice I variant de 1 à petit n des constantes de l'inverse des constantes de dissociation KDI. Et évidemment, ces deux relations sont à mettre l'une à côté de l'autre. Alors, on en arrive maintenant à la façon dont on va construire pour les réactions de complexation un diagramme de prédominance. Ce que je vous propose de faire avant de commencer, c'est un petit rappel sur la façon dont on avait construit ces diagrammes dans le cas des réactions acido-basiques. Si jamais vous avez des petites hésitations là-dessus, réécrivez-le, ça fera un rappel. Si jamais vous êtes déjà bien carré, vous pouvez avancer un peu plus loin. Donc dans le cas tout d'abord des transformations acido-basiques, on avait défini des couples donneur-accepteur, qui sont des couples acide-base, que je note ici AH, A-, et on avait vu qu'il y avait une constante d'équilibre particulière qui les reliait, la constante d'acidité Ka. Constante d'acidité associée à la dissociation de l'acide dans l'eau. Par conséquent, si on s'intéresse à la réaction de dissociation, on peut écrire AH plus l'eau donne la base conjuguée A- et un ion oxonium. La constante d'acidité prend alors la forme suivante, concentration de la base fois concentration des ions oxonium sur concentration de l'acide
Et l'eau, c'est le solvant. On a pris son activité égale à 1. À partir de cette écriture, je ne vous refais pas le calcul, on avait établi la relation de Henderson, qui nous disait que le pH de la solution, potentiel d'hydrogène, défini comme moins log de la concentration en H3O+, et bien d'après cette relation-là, il est aussi égal à pKa plus logarithme décimal, concentration de la base A- sur concentration de l'acide AH. Pour faire des analogies, je vais mettre certaines choses en évidence. Vous voyez qu'ici, H ou H3O+, c'est la particule qui est échangée. À l'intérieur du logarithme, on a A-, la base. La base, ça accepte des H+. C'est ici l'accepteur. Et au dénominateur, on a AH qui est le donneur de H+. Alors, dans l'exercice qui vous est proposé au paragraphe 3, on nous demande de procéder par analogie, donc l'analogie on vient de la voir, et de construire le diagramme de prédominance pour les complexes qui existent entre le cuivre 2 et l'ammoniac. On vous donne pour cela 4 constantes de dissociation. Plus précisément, on vous donne les PKD. Concernant la définition de la PKD, je ne l'ai pas dit parce que je pense que vous comprenez directement, c'est égal à l'opposé du logarithme décimal de la constante de dissociation KD. Toujours pareil, en chimie des solutions, P minuscule, ça correspond à appliquer la fonction moins log décimal. Alors, étant donné qu'on nous donne 4 PKD, ça veut dire qu'il va y avoir 4 couples. Eh bien, ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer d'écrire ces 4 couples, en faisant attention au fait qu'on écrit à chaque fois à gauche le donneur et à droite l'accepteur, en l'occurrence ici donneur de NH3 et accepteur de NH3. Alors, si on reprend les différentes grandeurs, le PKD le plus grand, on note PKD 4. Ça veut dire qu'au maximum, on pourra mettre 4 ligands ammoniac autour d'un ion Cu de plus. On va donc avoir pour le PKD 4 le couple Cu-NH3 4 fois, le tout chargé de plus, slash Cu-NH3 3 fois de plus. Et on va procéder comme ça, de la même façon, pour les autres couples. Pour la constante PKD3, eh bien on aura le couple Cu-NH3 3 fois de plus. Celui que je viens d'écrire ici, c'est celui qui était écrit en haut à droite. Slash, je retire un ligand, Cu-NH3, 2 fois le tout chargé de plus. Pour PKD2, je procède encore une fois de la sorte. Cu-NH3 2 fois le tout chargé de plus. Je retire un ligand. Cu-NH3 de plus. Et pour terminer, PKD1, on aura Cu-NH3 le tout chargé de plus et Cu de plus. Quand je retire le dernier ligand, je me retrouve avec le métal nu sous forme non complexée. Alors pour bien construire l'analogie, ce qu'on va pouvoir faire, c'est raisonner sur seulement un de ces couples-là, et ce qu'on dira pour l'un sera transposable aux autres. De façon à être le plus simple possible, je vais raisonner sur PKD1 avec le couple donc CuNH3 de plus, Cu de plus. Je vais effacer ce que j'ai mis à droite de façon à garder ce que j'avais écrit à gauche et pour faire apparaître l'analogie qui existe entre les diagrammes de prédominance acido-basique et ceux qu'on va voir maintenant pour les complexes. Alors, allons-y pour les analogies. Tout d'abord, lorsqu'on écrit le couple, vous voyez qu'on met pour les acides et les bases, à gauche le donneur, à droite l'accepteur. Là, ici, c'est la même chose.
ce complexe, c'est un donneur de ligand NH3 et Cu2+, c'est un accepteur de ligand NH3. Ensuite, la constante associée au couple donneur-accepteur correspond à la dissociation de l'acide, c'est-à-dire la dissociation du donneur. Et bien là, c'est la même chose. pKd, c'est une constante de dissociation du complexe, donc du donneur. La réaction de dissociation, on peut l'écrire comme précédemment, ce sera CuNH3 une fois charge de plus, qui donne Cu2+, plus NH3. À partir de cette équation bilan, on peut écrire la constante de dissociation Kd1 qui va être égale à Cu2+ en concentration fois concentration de NH3 sur concentration du complexe à un ligand CuNH3 charge de plus. L'idée maintenant, c'est de trouver à l'aide de cette relation une relation analogue à la formule de Henderson. Vous vous souvenez que pour passer de ça à ça, on applique moins log de part et d'autre de l'équation. Là ici c'est la même chose, je vous invite à le faire et essayez de formuler l'analogue à la relation de Henderson. Prenez un instant, mettez en pause et j'écris la suite. Donc une fois qu'on est ici, lorsqu'on applique le moins log, on essaye comme tout à l'heure de mettre un pH avec H qui est moins log de la concentration de la particule échangée. En l'occurrence ici, la particule, eh bien, c'est l'ammoniac. Donc on va commencer par définir PNH3 comme moins log de la concentration en ammoniac. Et donc vous avez ça, je pense que plus rien ne vous arrête pour établir la relation analogue à Henderson. On va écrire PNH3 égale PKD1 plus log de Cu sur CuNH3 de plus. Et vous voyez donc qu'on a bien ici la particule. On a le pKd1 qui est l'analogue du pKa, constante de dissociation. Logarithme, tout à l'heure on avait base sur acide, là ici, donc c'est-à-dire accepteur sur donneur, et là c'est la même chose, accepteur sur donneur. Et donc pour terminer, je vais écrire ici en petit deux diagrammes de prédominance. On en refera un ensuite complet pour le cas du cuivre et de l'ammoniac. Donc dans le cas des réactions acido-basiques, on avait pris un axe gradué en pH avec H+ la particule échangée. La valeur frontière, eh bien, c'est lorsqu'on a égalité entre l'accepteur et le donneur, l'acide et la base. On a alors pH égale pKa. En dessous du pKa, eh bien, on avait la zone de prédominance de l'acide et au-dessus, la zone de prédominance de la base, avec les frontières pKa-1 et pKa+1 qui définissent les domaines de majorité. Ces domaines de majorité, je vous rappelle, ça veut dire que, par exemple, pour la base A-, si on est au-dessus de pKa+1, eh bien, on a plus de 90% de base. De façon tout à fait analogue, eh bien, là, ici, on va prendre un axe gradué, non plus en pH, mais en PNH3. La grandeur qui va faire office de frontière entre le domaine de l'accepteur et du donneur, ce sera le pKd. Pour le couple considéré ici, c'est donc pKd1. Pour les valeurs de PNH3 plus grandes que pKd1, eh bien, ce sera le domaine de Cu2+.
Et en dessous de PKD1, ce sera le domaine de CuNH3 de plus. Alors peut-être que pour finir, il faut donner une petite précision sur ce que c'est ce PNH3. Encore une fois, essayons de travailler par analogie. pH, c'est relié à la concentration de H+. Pour faire varier le pH, on va donc rajouter des H3O+, ou les consommer en ajoutant de la base. Eh bien, dans le cas des réactions de complexation, il faut considérer une solution aqueuse dans laquelle on aurait à la fois du cuivre de plus et également de l'ammoniac présent à une concentration particulière. La valeur de la concentration de la solution va définir pour cette solution la valeur du PNH3 associé. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on essaye de reprendre toutes ces informations sur le diagramme faisant figurer les 4 couples des complexes du cuivre et de l'ammoniac. Alors, dans le document de cours, j'ai été sympa avec vous, je vous ai mis directement les valeurs numériques. Donc, on commence par placer ces valeurs numériques de PKD1 à PKD4. Une fois qu'on a placé ces valeurs de PKD, eh bien, on utilise ce qu'on a réécrit un peu plus haut pour trouver les couples donneurs-accepteurs associés. Et je vous rappelle que sur ces diagrammes, les donneurs sont mis à droite et les accepteurs à gauche. Une fois qu'on a donc placé les espèces, voici ce qu'on obtient. Je vous rappelle également que l'interprétation de ces diagrammes va se faire, encore une fois, de façon analogue. Ça veut dire que lorsqu'on regarde du côté gauche, eh bien, plus on va aller haut, plus les accepteurs seront de plus en plus forts. Accepteurs de plus en plus forts, ça veut dire qu'ils vont être avides de ligands. Dès qu'il y aura du NH3 qui traîne, ils voudront le récupérer. Sur la droite, c'est l'inverse. Plus on va bas, plus les donneurs seront de plus en plus forts. C'est comme ce qu'on avait dit pour le cas des bases et des acides. Le dernier point, et on va s'arrêter sur ce point-là pour les diagrammes parce que c'est peut-être, en tout cas pour la première partie théorique, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est là où vous allez vous tromper de façon sûre et certaine. Donc je vais vous mettre en garde. Certains vont réussir à passer à travers les mailles du filet et d'autres vont devoir se prendre les pieds dans le tapis une paire de fois avant de le retenir. Une remarque sur l'axe gradué en PNH3. Je vais le faire en bleu. Vous, évidemment, si vous avez une couleur qui saute un peu plus aux yeux, je vous encourage à prendre une couleur plus vive. Lorsque vous avez un axe gradué en PNH3, moins log de la concentration en ammoniac, eh bien, ça veut dire que lorsque vous êtes dans le haut du diagramme, la concentration d'ammoniac est très très faible. Au contraire, quand vous allez vers le bas, la concentration d'ammoniac est très très forte. Et si vous analysez un petit peu ces différentes espèces, eh bien, ce que je viens de dire là, c'est logique. Regardez, les ions Cu+, ils ne peuvent exister que si la concentration d'ammoniac est très faible, si elle tend vers 0. Ben oui, forcément, vu que c'est l'accepteur le plus fort, dès qu'il y a une concentration suffisante en ammoniac pour qu'il y ait une rencontre entre les deux, le cuivre et l'ammoniac vont se lier pour former ce complexe-là. Et plus on va mettre une concentration élevée d'ammoniac, imaginez qu'on va mettre une concentration très importante, 2-3 moles par litre, eh bien on va pouvoir saturer tous les sites des atomes de cuivre, des ions cuivre, pour former ces complexes tétracoordinés.